Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet, en indépendant ou en production. Cet épisode est particulier car il ne concerne qu'un seul sujet, celui de la créativité et de l'intuition. Je reçois Isabelle Fontaine, auteure, formatrice, conférencière, spécialiste sur le sujet de l'intuition, afin d'évoquer les liens avec la créativité, l'imagination et toutes les formes d'information qui peuvent nous parvenir de façon non conventionnelle qui seraient propices à la naissance d'une œuvre. Circonstances de confinement oblige, l'invité d'aujourd'hui a accepté de réaliser l'interview par téléphone, ce qui explique la qualité de l'enregistrement. Je vous laisse découvrir Isabelle Fontaine. Salut Isabelle. Salut Dorian. Isabelle Fontaine, tu es spécialiste de l'intuition, tu es autrice, formatrice, conférencière sur le sujet de l'intuition. Tu as publié récemment un livre qui s'intitule « Libérer la voix de votre intuition ». Tu y parles évidemment d'intuition, mais plus globalement de toutes les informations qui nous parviennent de façon non conventionnelle. Donc ça comprend les pressentiments, les rêves, les synchronicités entre autres. J'avais envie de te faire participer à l'émission pour faire le lien avec la créativité, qui est aussi quelque chose qui nous parvient de façon non conventionnelle. Cette question de faire des liens entre des idées, et surtout ce que j'avais aimé dans ton livre, c'est que tu accordais une certaine importance à t'adresser à des gens cartésiens à qui l'intuition, ça pourrait paraître peut-être de l'ordre du New Age ou de la superstition. Déjà dans un premier temps, est-ce que tout le monde est prédisposé à l'intuition ? Oui, absolument oui. 10 fois oui, 100 fois oui. L'intuition, c'est vraiment une capacité universelle. Tout le monde a l'intuition, quelle que soit notre personnalité, qu'on soit plus ou moins rationnel, plus ou moins créatif justement. Même les enfants, tout le monde a de l'intuition. L'intuition, c'est vraiment c'est la capacité de capter des informations sans passer par la raison, par la logique, mais en passant par d'autres canaux plus subtils. Et tout le monde a de l'intuition. Quel type d'exercice on pourrait mettre en place pour développer son intuition ? Alors, pour les artistes, par exemple, leur intuition artistique. Alors, ça, c'est une grande question de savoir comment développer son intuition et qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique pour développer son intuition. C'est pas une question facile à répondre parce que ça dépend déjà de son niveau d'intuition, entre guillemets, qu'on a déjà. Parce que si effectivement tout le monde a de l'intuition, tout le monde a cette capacité, on l'utilise pas tous au même niveau. Il y a des gens qui sont plus ou moins dotés, on va dire qu'ils ont le curseur un petit peu plus élevé, ou qui vont avoir l'habitude d'utiliser leur intuition, ou qui vont être moins réticents à l'utiliser, et qui vont être plus sensibles. Et de fait, le type d'exercice qu'ils vont pouvoir faire va pas être le même que ceux, par exemple, qui sont hyper rationnels, qui sont hyper fermés, qui sont complètement débranchés de leur corps. Cela, ça va être pas forcément le même type d'exercice. Mais si on doit quand même donner une ligne directrice, toutes les pratiques qui nous permettent de débrancher le mental. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va nous permettre de développer notre intuition. Parce que l'ennemi numéro 1 de l'intuition, et d'ailleurs comme de la créativité, c'est le mental. C'est quand je vais commencer à réfléchir, à juger. Vous savez, c'est le petit vélo qu'on a dans la tête, avec toutes ces pensées qui nous arrivent, etc. Donc tous les exercices qui vont nous permettre de lâcher prise avec ce mental qui juge, qui contrôle, qui nous empêche, qui nous dit ça va pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, eh bien ça va nous permettre de lâcher et donc de nous rendre plus perméables pour que les informations intuitives et créatives nous traversent. Donc, c'est quoi ces grandes pratiques ? Évidemment, il y a la méditation, mais il n'y a pas que la méditation, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas hyper forts pour méditer ou qui n'aiment pas forcément ça. Donc, je fais partie d'ailleurs, parce que j'essaye de méditer, mais je dois dire que j'ai un peu de mal, parce que j'ai un mental aussi assez puissant. Donc, qu'est-ce que je fais moi concrètement ? Par exemple, je vais dans la nature, je vais me balader, je vais faire du sport, je vais faire des choses qui me font du bien. Donc ça paraît simple, mais faire des choses qui font du bien, ça permet de décrocher le mental et ça permet d'arrêter d'être dans le jugement. Donc toutes les activités de sport, de loisirs, ça permet déjà de lâcher le mental et d'être plus
plus perméable. D'accord. La pratique artistique est en un sens aussi une façon pour les artistes de décrocher et de se plonger dans leur pratique. Mais il y a aussi le côté de la, pas de la raison, mais de la technique. Ma question, c'est comment on arrive à trouver un équilibre parfois entre le moment où on doit complètement dans l'intuition, dans l'imagination, et parfois dans la rationalité, dans la technique, sur la faisabilité du projet ou sur nos propres capacités à créer ou à produire. C'est toute la question du paradoxe de l'intuition et qui est aussi le paradoxe de la créativité puisque c'est directement lié. C'est qu'on doit faire deux choses opposées en même temps. On doit être en même temps ouvert, réceptif, pas être dans le jugement, pas être dans le contrôle, et en même temps d'avoir un cadre qui nous permet de pouvoir accueillir les idées, les inspirations pour leur donner une forme, quelle qu'elle soit, créative, parce que sinon ça n'aboutit à rien. Donc ça, c'est tout le paradoxe de l'intuition, de la créativité, et c'est vraiment à chacun en soi de trouver cet équilibre et peut-être d'alterner des moments où on va lâcher prise complètement, donc avec des pratiques qui vont nous permettre vraiment de nous évader et de lâcher prise, et à d'autres moments où on va un petit peu resserrer. Mais dans l'acte créatif, moi qui pratique l'acte créatif, par exemple, dans l'écriture, et en ce moment, donc, j'écris mon nouveau livre, donc je suis vraiment plongée dans cet acte de création, je suis en permanence entre les deux, puisque je me laisse traverser par des idées. Tout d'un coup, j'ai quelque chose qui me vient, j'écris, et je sais même pas d'où ça vient, je l'avais pas prévu, et je l'écris, et ça sort tout seul, et les phrases sont nickel. Et puis à d'autres moments, eh bien, je vais plus retravailler mon texte. Je vais devoir me dire, mais est-ce que là, les gens vont comprendre ? Là, je peux mieux écrire, je peux raccourcir cette phrase, etc. Donc, je dirais que la première chose, c'est d'accepter ce paradoxe. C'est d'accueillir ce paradoxe. Oui, il y a ces deux côtés. Oui, on est ces deux côtés. Tout le monde est à la fois raison et intuition. On a besoin des deux. D'ailleurs, quand on parle d'intuition, on peut aussi parler de déconnexion. Je pense à une histoire qui m'avait marqué, où c'était Michael Jackson qui racontait qu'il avait trouvé la chanson Billie Jean dans sa voiture, justement parce qu'il conduisait en fait, et parce que justement il n'était pas du tout dans une prédisposition et dans un acte intuitif ou à recevoir cette information, à recevoir l'inspiration. Est-ce que justement le fait d'être déconnecté parfois de la tâche de créer favorise l'émergence de nouvelles idées et la connexion qu'on peut avoir? C'est une constante qu'on retrouve chez tous les créatifs, et quel que soit leur mode, enfin quel que soit leur sujet de création, hein. Parce que ça, on peut le retrouver effectivement chez des artistes purs, mais aussi chez des scientifiques, des grands scientifiques, qui vont avoir leurs idées géniales sous la douche, en faisant leurs courses, en allant se promener. C'est un grand classique. Dans mon livre, je donne l'exemple de Henri Poincaré, donc qui était un grand savant du XXe siècle. Henri Poincaré, qui était donc un mathématicien, il raconte comment il avait ces intuitions géniales mathématiques alors qu'il faisait complètement autre chose, et il raconte comment un jour il a une intuition fabuleuse en montant dans l'omnibus pour aller se promener avec sa famille. Donc c'est vrai et c'est là où c'est paradoxal, c'est que l'intuition, la création, en fait, elle vient nous chercher à des moments où justement on la cherche pas. Quand on tourne en rond dans un acte de création, le mieux c'est de lâcher prise. Si on sent qu'on s'en sort pas, on va faire un tour, on laisse son portable, on lâche prise, et là on est à peu près sûr que quelque chose va nous traverser. Un autre moyen d'avoir des idées qui nous traversent, c'est le rêve en fait. Il y a beaucoup d'artistes et même de scientifiques qui ont des idées qui leur viennent en rêve, pendant qu'ils rêvent ou même pendant qu'ils font des petites siestes. Donc faisons la sieste, puisque pendant qu'on fait la sieste, on est dans un état de conscience modifié, ou pendant qu'on dort. Et là, c'est le même principe, hein. On n'est plus dans le mental, et donc on est traversé par des idées, on est traversé par des choses, et donc du coup, on peut éventuellement aller puiser dans ce matériau de rêve pour créer. C'est favoriser... Enfin, favoriser ou pas, mais être connecté en tout cas à ces moments où on est dans des états de conscience modifiés, comme on peut être sous état d'hypnose, c'est un peu ça ? Oui. Et d'ailleurs, pour une question de définition, est-ce que l'intuition et l'imagination, c'est la même chose ? Non. Alors, ma première réponse, c'est de dire non, parce que c'est deux choses différentes, mais en même temps, on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est pas la même chose dans le sens
que l'intuition, c'est la capacité d'aller capter des informations de manière non conventionnelle. Okay, et l'imagination, ça va être la capacité aussi d'aller capter des idées, mais où va-t-on les capter? Et là, ça pose la question de savoir d'où vient l'intuition. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de théories qui font état de champs d'informations qui se autour de nous. Et donc l'intuition serait la capacité en fait d'aller capter ces informations dans ces champs d'informations, mais pourquoi pas l'imagination également, puisqu'on sait que, en tout cas, il y a des théories qui disent que les artistes, pour certains, en fait, ils imaginent rien, mais ils vont juste capter des informations qui sont disponibles à l'extérieur. Et dans ces champs, voilà, ils vont se laisser traverser ou aller attraper ces infos. Donc finalement, en principe, l'intuition, c'est différent de l'imagination, mais dans les faits, parfois, on peut appeler imagination quelque chose qui est de l'intuition aussi. C'est-à-dire qu'on pense qu'on imagine quelque chose, on a une idée, mais en réalité, il se trouve que cette idée était quelque chose de réel. Là, ce qui me vient, c'est, j'ai lu ça, je ne sais plus où, là récemment, un romancier donc américain qui avait écrit tout un roman sur un espion en Russie, enfin qui faisait des trucs incroyables et tout. C'était un super roman. Et un jour, il entend les flics débarquer dans son immeuble et sur le palier d'en face, en fait, son voisin était un espion russe. Et donc, il venait se faire arrêter par la CIA et dont il a découvert en fait que ce qu'il racontait dans son livre, dans son roman, c'était à peu près à quelque chose près l'histoire de son voisin du palier d'en face. Ah ouais, d'accord. Dans la réalité, en fait. Dans la réalité. Donc, c'est pour ça que cette frontière entre imagination et intuition, elle n'est pas si claire que ça. Et il y a un autre exemple aussi célèbre qui est celui du Titanic. Qui a été donc ce paquebot là qui a sombré de manière dramatique. Eh bien, il y avait un auteur américain aussi qui a écrit l'histoire du Titanic plusieurs années avant dans un petit roman qu'il a sorti en auto-édition. Et donc, il s'appelait pas Titanic son bateau, mais il s'appelait le Titan. Et à l'intérieur, il donne tout un tas de détails en fait qui se sont retrouvés plusieurs années plus tard réels en fait dans la réalité. Donc là, de la même manière. Il a imaginé cette histoire, mais à quel champ d'information s'est-il branché? Manifestement, il s'est branché à un champ d'information du futur, puisqu'il s'est branché sur un fait qui est réellement arrivé plusieurs années plus tard. C'est fou parce que ça voudrait dire que du coup, il y a un champ d'information, mais qui est détaché de la dimension temporelle. Oui, non seulement il est détaché de la dimension temporelle, mais de la dimension spatiale. Et alors, ces champs d'information, il y a plusieurs définitions, plusieurs théories autour de ça, mais c'est un rapport avec l'inconscient collectif de Jung. Je pense qu'il y a une notion qui est assez connue, Jung, qui était ce contemporain de Freud et qui était son rival aussi. Et donc, Jung, le premier, a dit, voilà, il existe un champ d'information qui collecte en quelque sorte toutes les informations de l'humanité et auquel chacun d'entre nous avons accès. Nous sommes connectés à ce champ d'information par notre inconscient individuel. Et les deux fonctionnent en vase communicant. Il y a aussi plus récemment la théorie de Rupert Sheldrake, qui est un biologiste anglais très connu, qui a travaillé à l'université de Cambridge. Et lui, il a développé une théorie qui, au fond, dit la même chose, mais il appelle ça la théorie des champs morphiques ou morphogénétiques. Et de la même manière, il dit qu'il existe des champs d'information autour de nous et qui sont communs à des espèces. Donc lui, il va très loin, communs à des animaux, à des espèces d'animaux, à des espèces de plantes et même à des cristaux. Et donc, nous serions capables, ou que chaque espèce est capable d'aller se brancher sur ces champs d'information pour aller attraper des données. J'avais déjà entendu parler de ces théories sur les animaux, sur le fait sur les questions de comment un oiseau apprend à voler, ou toutes les espèces qui se reproduisent et qui laissent leur nouveau-né seul en fait, et du coup qui arrivent quand même à se développer et à survivre en fait sans avoir de contexte dans lequel ils peuvent évoluer et peut-être reproduire ce que fait le parent ou quoi. Donc là, ça veut bien dire qu'il y a des informations qui viennent d'une façon qu'on ne peut pas expliquer, enfin dans le champ du réel, je veux dire. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote, une histoire célèbre qu'on appelle la théorie du 100e singe. C'est lié à une observation qui a été faite par des scientifiques où ils ont observé un groupe de singes sur une île isolée, donc c'est au niveau du Japon. Et sur cette île, il y avait donc un groupe de singes et un jour, il y a un de ces singes qui s'est mis à avoir un comportement différent. Il s'est mis à laver ses
ses ignames, en fait, enfin, ou ses tubercules, je ne sais plus le nom, mais enfin, il s'est mis à laver la nourriture. Et les autres se sont mis à l'imiter. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur une autre île éloignée, qui n'avait aucun contact avec la première île, quelques temps plus tard, ou quasiment en même temps, de manière synchrone, eh bien, les singes se sont aussi mis à avoir le même geste. Et ensuite, on l'a observé sur d'autres îles. Et ensuite, ce geste est devenu commun à l'espèce. Donc là, ça pose la même question de savoir comment c'est possible. Il y a des informations qui circulent du champ conventionnel, on va dire, et donc on pourrait dire d'une manière intuitive, et nous sommes capables, nous sommes perméables, nous captons ces informations. Pour faire le lien avec la créativité, parfois on peut aussi avoir le sentiment que la pratique, comme la pratique d'un sportif, mais la pratique d'un instrument ou d'une pratique artistique quelconque, le fait de répéter et de s'imprégner parfois de l'inspiration, c'est-à-dire de copier, parfois de copier des œuvres qui ont déjà existé, ça favorise le lien que tu peux avoir avec ta pratique, et donc l'intuition, le fait un peu comme si c'était une connexion, et le fait d'être en permanence à la recherche d'inspiration en rapport avec sa pratique, ce lien-là, ça le renforcerait. Moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'intuition de l'expérience. C'est-à-dire que plus je vais connaître un sujet, plus je vais le maîtriser, plus je vais avoir d'infos, donc que ça soit un sujet artistique comme jouer de la musique ou tout autre sujet d'expert, et bien plus je vais avoir d'informations, enfin plus je vais travailler cette chose, plus je vais être à même d'être en roue libre. C'est-à-dire plus je vais avoir des idées en quelque sorte, sans avoir besoin de réfléchir. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Cette intuition-là que dans le management on appelle l'intuition de l'expert, c'est l'intuition d'expertise, elle est directement liée à l'expérience, celle-là. Tu vois, contrairement à l'intuition qu'on vient d'évoquer avant, qui vient de manière innée, on ne sait pas d'où, c'est-à-dire que tout d'un coup on sait quelque chose mais on ne l'a jamais appris. Là, c'est une autre forme d'intuition, mais qui est aussi extrêmement intéressante et extrêmement valide et utile, et celle-là on peut la bosser, en tout cas on peut l'entraîner, qui est cette intuition d'expérience, c'est-à-dire que plus je vais acquérir des connaissances, plus je vais travailler un sujet, plus je vais être créatif, plus je vais être intuitif. Je pense à un livre qui s'appelle Voler comme un artiste d'Austin Kleon, qui justement est basé sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'un artiste ne crée pas, il ne fait que des associations d'idées sur des copies qu'il a lui-même imaginées. Ça peut être une piste. Je voudrais aussi rebondir sur la théorie, on pourrait dire, d'un invité que j'ai reçu ici, qui considère que la contrainte favorise la créativité. C'est-à-dire que le fait d'avoir soit des contraintes matérielles, de temps ou d'espace, favoriserait en fait l'émergence de nouvelles idées. Alors je sais pas du coup si ça pourrait être lié à l'intuition, mais le fait par exemple d'avoir que 2 jours pour finir un projet, ou d'avoir que 150 € pour faire un film, ou je sais pas, ou d'avoir qu'un iPhone pour faire un film par exemple, on est obligé de penser différemment. Est-ce que tu penses que la contrainte pourrait favoriser l'intuition, ou ça n'a pas forcément de lien ? Ce qui me vient là tout de suite, c'est de parler de l'intuition instinct. Tu sais, quand tu fais un truc, parce que c'est vraiment tes tripes qui parlent, de l'intuition instinct qui passe par le corps quand on est en danger ou en situation de survie. Et là, tu fais des trucs sans y penser parce que tu es contraint, et puis tu es contraint parce qu'il y a une dimension de survie. Et donc, tu vas faire des choses de manière instinctive sans les penser, et tu vas même pouvoir peut-être anticiper un danger réel, donc faire fonctionner ton intuition. Donc là, c'est ce qui me vient. C'est un peu un exemple extrême d'une contrainte, mais c'est quand même lié. Là, oui, c'est quand même lié, ouais. C'est lié parce qu'en fait, il y a vraiment une dimension instinctive aussi dans l'intuition. Il y a une dimension de survie. Quand je pense à la contrainte, la première contrainte qui vient, c'est évidemment le temps. Justement, le temps parfois crée l'urgence, et l'urgence rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire d'être dans l'instinct. D'ailleurs, comment on pourrait définir la différence entre instinct et intuition ? Est-ce que c'est la même chose ? Moi, l'instinct, j'appelle ça l'intuition du corps, et l'intuition, j'appelle ça l'instinct de l'âme. Ça veut dire que les deux sont directement liés. Après, quand on va parler, il y a des gens qui préfèrent le mot instinct parce qu'ils sont plus corporels, kinesthésiques on dit. Donc ils vont plus sentir leur intuition qui va leur parler à travers le corps. Et donc pour eux, ça va être plus naturel d'utiliser l'instinct. D'autres, ils vont dire « Ah non, c'est pas du tout ça, l'instinct, c'est pas de l'intuition ». Moi, je crois que tout ça, c'est des mots qui nous permettent à chacun d'investir un sujet, mais qu'au final, c'est la même chose. C'est simplement une variante
de la même chose et une variante individuelle, une manière de vivre l'intuition. Parce que on n'intuite pas tous de la même manière. Il y a des gens qui vont plutôt avoir des images qui vont leur venir, d'autres qui vont entendre des mots, d'autres qui vont ressentir vraiment, ça va passer par leur corps, qui vont ressentir des choses dans leur corps. Donc on a vraiment tous une manière d'intuiter différemment, et donc les mots peuvent être aussi différents, hein, les mots utilisés. Mais au final, ça raconte la même chose. Hein. Il y a une forme de différence de sensibilité entre les personnes, d'après ce que je comprends. On parle aussi d'authenticité quand on parle des artistes. On dit souvent aux artistes de rester authentiques, de rester fidèles à leur message d'un point de vue émotionnel pour la retranscrire dans son œuvre. Est-ce que l'intuition, elle peut nous rendre plus authentiques? En fait, ma question, c'est toi qui es auteur, par exemple, on est parfois, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, par rapport à la rationalité, au mental. Parfois, on crée et puis on est dirigé vers une direction qui n'est pas la nôtre parce qu'on veut ressembler à peut-être à un effet de mode ou à quelque chose qui nous ressemble pas, et on s'éloigne un petit peu de ce côté authentique qui, pour moi, est lié à l'intuition. Comment on pourrait identifier ça? Le moment où on bascule, en fait, où on bascule et on perd notre authenticité. On relie l'intuition à l'intelligence du cœur. Plus tu vas être dans le cœur, plus tu vas avoir d'intuition, plus tu vas être toi, plus tu vas être heureux, si je caricature. Sauf que les choses sont plus compliquées. Et qu'on peut aussi utiliser l'intuition, on peut la dévoyer en quelque sorte, on peut l'utiliser de manière mécanique et pas forcément dans une dimension d'authenticité. Donc c'est la même chose avec la créativité, j'imagine. Tu peux être créatif et vraiment être connecté à qui tu es profondément, et puis tu peux aussi à un moment donné te laisser emporter sur des chemins qui sont pas toi. Alors identifier le moment où entre c'est toi et c'est plus toi. Waouh, je pense que ça, c'est le chemin d'une vie, quoi, d'apprendre à savoir ça. C'est comme quand tu vas travailler vraiment ton intuition. Moi j'utilise aussi l'intuition j'accompagne des gens aussi. Je suis thérapeute, et donc je vais accompagner des gens avec des outils intuitifs spécifiques. Et vraiment, à un certain moment, je vais plonger à l'intérieur de moi, mais vraiment plonger, et je vais sentir, mais c'est tellement infime, c'est tellement indescriptible. Je vais sentir ce moment où là, je suis avec la personne, je suis dans sa vibration, et ce que je capte ou ce qui m'est proposé est juste. Mais c'est tellement infime, c'est tellement petit, c'est tellement fin et c'est tellement subtil que c'est vraiment chacun en soi qui peut trouver, qui peut faire son réglage et qui peut trouver. Tu vois, la voix de l'intuition, elle est très très fine. C'est pas la voix que t'entends dans ta tête en permanence qui te dit ouais, fais ci, fais ça, ah ouais, machin, il est vraiment mal habillé, alors lui, j'aime pas ce qu'il fait, etc. Ça, c'est bon, ça, cette voix, tu l'entends, c'est la voix de ton mental. Non, la voix de l'intuition, elle est derrière toutes ces autres voix. C'est la toute petite voix. Entendre cette petite voix, c'est un cadeau, c'est un travail de tous les jours, c'est le travail d'une vie. Des fois, on y arrive bien, des fois, on y arrive moins bien, et c'est pas grave. Je voudrais parler des synchronicités, qu'on appelle aussi coïncidence. On pourrait donner par exemple un exemple, ce serait par exemple un sculpteur qui aurait besoin d'un doreur, et puis je sais pas, il va chez son médecin, et puis il tombe sur un truc en lien avec un doreur, et hop, il le trouve comme ça, quoi. Enfin, vraiment une connexion, une coïncidence qui fait qu'il arrive à trouver une connexion à un endroit où il s'y attendait pas. Est-ce que ça, c'est une surinterprétation? Ça peut être une surinterprétation d'une situation, ou est-ce qu'on peut vraiment parler d'une connexion non conventionnelle qui se fait, qui nous aurait poussé indirectement dans cette direction pour aller à la rencontre de cette personne ou de cette information? Alors, les synchronicités, telles qu'elles ont été définies, le premier par Carl Gustav Jung, parce que c'est lui qui a inventé ce terme, et c'est lui qui a défini cette théorie de la synchronicité, ne sont pas le résultat d'une surinterprétation. Elles sont réelles. En fait, pour simplifier, on peut dire qu'une synchronicité, c'est de l'intuition qui te parle à l'extérieur de toi. C'est quand, à l'extérieur de toi, dans la matière, quelque chose va se matérialiser, quelque chose de symbolique, et qui te parle à toi complètement. Une synchronicité, dans l'exemple que tu donnes, eh bien, la personne qui vit ça, quand elle va chez son dentiste et qu'elle voit ce doreur, elle va être en état de sidération. Elle va ressentir un choc. Elle va se sentir dans cet état très particulier que Jung il appelle la numinosité.
Alors, c'est pas la luminosité, c'est la numinosité. C'est un état intérieur de lumière, on peut dire. Et cet état émotionnel très particulier crée un impact. C'est ça qui nous permet de dire qu'on est face à une synchronicité, et c'est pas simplement un hasard aveugle, mais c'est du hasard qui fait sens. Et ce hasard fait sens pour la personne, et la personne le sait parce qu'il se passe quelque chose en elle. Donc ça n'est pas une surinterprétation, néanmoins, on peut être amené à surinterpréter des faits. Ça, c'est aussi une réalité. Mais il y a des écueils, comme dans l'intuition aussi. Là, on peut aussi être amené à utiliser son intuition d'une mauvaise manière. C'est ce que j'appelle les intuitions-illusions. Tu sais, par exemple, la projection. Une mère qui dit à son fils, j'ai l'intuition que tu vas devenir médecin. Tu vois bien que c'est pas l'intuition, mais qu'il y a une chance pour que ça soit la projection de son désir. Parfois, on a... je sais pas, c'est comme si, je sais pas, on tombait amoureux et puis genre à chaque fois qu'on voyait des cœurs partout, genre on se disait c'est parce que je suis amoureux, alors qu'en vrai les cœurs ils ont toujours été là, c'est juste qu'on les voyait pas et que maintenant on les voit et donc du coup on les interprète comme des signes. Oui, alors là tu viens d'employer un autre mot qui est différent de la synchronicité. Tu viens d'employer le mot signe. C'est pas exactement la même chose, bien que des signes puissent aussi faire partie de la synchronicité. Une synchronicité, c'est vraiment un ou des événements qui sont liés ensemble, non pas par la cause, mais par le sens. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de lien rationnel entre eux. Donc, par exemple, dans ton exemple, cet artiste qui a besoin de cet outil ou de ce doreur, et puis le fait qu'il aille chez son dentiste et qu'il trouve cet objet. Donc là, tu as deux événements qui ne sont pas reliés par la cause, mais qui sont reliés par le sens. D'accord ? Donc ça, c'est la caractéristique d'une synchronicité. D'accord. Et ça n'est pas, dans cet exemple, ça n'est pas que tu vois des cœurs partout. C'est que réellement, il s'est passé quelque chose. L'exemple le plus connu de synchronicité, c'est celui qui a rendu d'ailleurs célèbre la théorie de la synchronicité de Jung. C'est Jung donc, qui était en consultation avec une de ses patientes. Et la patiente, qui était une patiente très rationnelle, très fermée à la thérapie, et son analyse était bloquée. Et elle était en train de raconter à Jung un rêve dans lequel on lui offrait un scarabée doré. À ce moment-là, Jung est en train de lui expliquer la symbolique du scarabée doré dans la mythologie égyptienne, qui est un symbole de renaissance et de transformation. Et à ce moment-là, la vitre du bureau de Jung, il entend un petit bruit, il se retourne et il voit qu'il y a une cétoine dorée, en fait, qui est l'équivalent du scarabée en Europe, qui ressemble à un scarabée, c'est des petits insectes tout verts. Et l'insecte tape à la vitre comme s'il voulait rentrer. Donc, lui ouvre la fenêtre. Le scarabée se pose sur sa main et le montre à sa patiente et lui dit « Tenez, le voilà, votre scarabée ». Et là, la patiente, elle est en sidération, elle est en état de luminosité, elle a un choc parce que ça fait sens pour elle. Et donc, il s'est matérialisé quelque chose qui était de l'ordre de la pensée. Donc la synchronicité, c'est un vrai sujet, c'est le sujet de mon prochain livre que je suis en train d'écrire. Et c'est vraiment un sujet qui vient nous chercher dans des endroits limites, puisque ça suggère qu'il y a un rapport étroit entre l'esprit et la matière, et qui sont imbriqués, et qui vont pouvoir en quelque sorte fabriquer du sens. Matière et esprit vont pouvoir ensemble fabriquer du sens. Mais ces synchronicités, là, tu donnes un exemple. L'exemple que tu as donné, c'est la personne obtient quelque chose qui lui tient à cœur, donc qui est très important pour elle, parce que certainement pour cette personne, cet objet va être important pour lui pour créer, ou pour lui permettre peut-être d'avoir une nouvelle création, une nouvelle approche dans sa création. Mais les synchronicités peuvent nous faire vivre bien d'autres choses. Il peut y avoir des rencontres synchronistiques. Il peut y avoir... il y a une variété très importante de synchronicité, donc qui vont des lumineuses, c'est-à-dire quand quelque chose, par exemple, nous est apporté, mais aussi des synchronicités désagréables, malheureuses, on peut dire. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. Quand il va nous arriver des événements, un événement fâcheux, un accident, puis encore un autre, et puis nous, on sent à l'intérieur que tout ça est lié. Voilà, il y a des synchronicités malheureuses où on peut aussi être amené à vivre des événements qui vont faire sens pour nous, mais qui vont être vraiment désagréables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la nature de cette synchronicité, qu'elle soit heureuse comme un cadeau qui nous est fait, ou qu'elle soit malheureuse, l'objectif, on va dire le but final de la synchronicité, c'est de nous amener à nous transformer et à changer.
Et la synchronicité va nous guider vers le meilleur de nous-mêmes et vers la réalisation de nous-mêmes. Donc c'est ce que j'appelle moi un vrai levier de développement personnel et spirituel. Et pourquoi je dis spirituel ? Spirituel dans un sens large, pas religieux. Parce que d'une certaine manière, la synchronicité, elle va nous ouvrir à quelque chose qui paraît impensable pour les esprits rationnels et qui est une véritable connexion esprit-matière. Et on le voit très souvent, comme dans l'exemple de la synchronicité au scarabée, eh bien, des gens très rationnels, ils vont être comme ouverts. Ça va les ouvrir parce que d'un coup, ils vont vivre quelque chose, une expérience intérieure et spirituelle qui va vraiment les bouleverser. Moi, j'appelle ça le pied de biche de l'univers, la synchronicité. C'est-à-dire que ça va vraiment aller ouvrir les personnes les plus fermées et les ouvrir à d'autres espaces d'elles-mêmes, en fait. Des espaces plus intuitifs, plus subtils, moins carrés, moins rationnels et plus créatifs aussi. Pour revenir sur l'intuition, est-ce qu'on peut intuiter à plusieurs ? C'est-à-dire, est-ce que la collaboration entre plusieurs artistes, par exemple, pourrait rendre plus intuitif ou est-ce que les gens peuvent recevoir une information non conventionnelle de façon commune ? Là, tu poses pour moi la question de la télépathie, c'est-à-dire la capacité de partager des informations ou de capter des informations, mais qui cette fois viennent d'autres personnes. Donc cette télépathie, elle existe, ça c'est un fait. Il y a énormément d'études qui le montrent depuis maintenant de nombreuses années. Donc on ne sait pas l'expliquer, on n'a pas de modèle rationnel et scientifique qui nous permette d'expliquer, mais on l'observe et de manière empirique. On sait donc qu'on peut être en relation, deux personnes ou plusieurs personnes peuvent être en relation et capter des informations qui viennent de l'autre. Par extension, on peut imaginer, de toute façon, des artistes qui travaillent ensemble, ils utilisent la télépathie. Ils utilisent, si on veut utiliser un mot qui fait moins peur que télépathie, on peut utiliser le terme communication d'inconscient à inconscient. Des gens qui vont travailler ensemble, que ce soit des artistes ou tout autre type de collaboration, on va de toute façon entrer dans une forme de communication où il y a du verbal, mais il y a aussi du non-verbal. Et il y a donc des choses qui vont traverser. D'ailleurs, la télépathie, c'est quelque chose d'hyper banal dans les gens qui se connaissent bien, des couples. Ils pensent, l'autre, il n'a même pas besoin de parler, l'autre, il sait ce qu'il est en train de penser. Ça, c'est quelque chose qu'on observe chez les gens, chez les couples, mais aussi entre les enfants et les parents, entre les amis, entre les gens, les collègues, des gens qui sont ensemble souvent. Je voulais te demander, toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu pourrais nous donner ta pire et ta meilleure expérience d'intuition ? C'est-à-dire, est-ce que tu aurais une expérience où tu pensais que ça allait marcher, ça n'a pas du tout marché, c'était un fiasco, et une expérience où vraiment tu t'y attendais pas et c'était incroyable ? Alors, ma pire expérience d'intuition qui m'a vraiment posé problème et qui m'a mis des mois et des années à comprendre, et ce n'est qu'après que j'ai compris ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, c'est une intuition qui est en lien avec la synchronicité. J'étais en recherche d'une maison en fait à côté de chez moi, et puis un jour il y a eu un concours de circonstances typiques de la synchronicité, enfin plusieurs faits que je ne vais pas détailler parce que c'est long, mais je me retrouve à visiter une petite maison donc, qui était la maison de mes rêves. C'était génial, il y avait tout était là. Et moi, j'arrive et je vois cette maison et j'ai vraiment une intuition mais fulgurante que c'est ma maison. C'est ma maison, je vais y vivre. Et c'est tellement énorme que dans cette maison, il y avait un appentis à l'extérieur et l'agent immobilier qui me faisait visiter la maison, il n'arrivait pas à ouvrir. Et moi, je lui dis, attendez, j'ai pris la clé, alors que je suis assez mauvaise avec les clés, et j'ai mis la clé et j'ai ouvert du premier coup, alors que personne n'avait jamais réussi à l'ouvrir, ni l'agent immobilier, ni les autres qui avaient fait visiter la maison. Donc pour moi, c'était un fait assez extraordinaire qui, ajouté aux autres, faisait une magnifique synchronicité, une magnifique intuition. Oui, cette maison était la mienne. Sauf que l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça. J'étais la deuxième en fait à avoir visité la maison, et la première personne a fait une proposition.
et je n'ai jamais pu acheter cette maison. Mais ça m'a obsédée pendant au moins une bonne année et demie. Et j'arrivais pas à décrocher parce que la vente a été assez compliquée. En réalité, elle s'est pas faite tout de suite. Il y a eu de nombreux ratés, il y a eu des problèmes, la personne s'est cassé la jambe. Enfin, c'était une histoire à rebondissement. Et donc, moi, pendant 1 an et demi, j'ai suivi ça. Et à chaque fois, j'espérais. Je me disais, oui, mon intuition n'a pas pu me tromper. Finalement, je vais avoir cette maison. Et puis, je l'ai jamais eue. Et là, j'ai compris que finalement, cette intuition ou cette synchronicité, puisque il y a eu un ensemble de faits en fait, hein, donc c'est une synchronicité, et bien que ça faisait partie de ces synchronicités malheureuses, et qui étaient là aussi pour me montrer des choses. Et en l'occurrence, ce projet aurait été une catastrophe pour moi, puisque si j'avais pu acheter cette maison, j'y aurais mis tout mon argent. Or, j'avais vraiment besoin de cette somme d'argent après pour autre chose. Donc, ça aurait été un projet de vie qui m'aurait tout simplement projeté dans une catastrophe. Donc ça, c'était l'exemple de ma pire intuition, mais qui en fait sens, hein, une fois qu'on comprend et qu'on voit ce qu'il y a derrière et qu'on analyse. Mais sur le coup, c'était très compliqué pour moi. Et ma meilleure intuition, c'est celle qui un jour m'a saisie alors que j'étais devant mon ordinateur. J'étais en train de terminer le chapitre d'un premier livre que j'ai écrit sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle pour les femmes. Et j'étais hyper concentrée sur mon ordi. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu cette lumière qui m'a traversée, comme si on m'avait mis un projecteur dans le cerveau, là. Et j'ai comme entendu intérieurement, ton prochain livre va être sur l'intuition et ça va être génial. Et là, j'étais dans une joie, une euphorie, je faisais des bonds partout. C'était vraiment une intuition, ce que j'appelle une intuition insight, c'est-à-dire c'est une lumière pure, absolue, qui te traverse. Et il n'y a aucun doute. Je précise que de manière consciente, à ce moment-là, donc c'était il y a plusieurs années maintenant, je ne m'étais jamais dit que j'allais écrire sur l'intuition. Jamais, jamais, jamais. Ce n'était pas du tout mon domaine. Donc ça s'est vraiment présenté à moi d'une manière fulgurante. Donc après, l'histoire a fait que oui, j'ai écrit le livre. Bon, j'ai beaucoup travaillé pour ça et j'ai pas mal galéré aussi, mais je l'ai écrit. Et puis après, j'ai fait un blog et puis maintenant, j'en fais mon métier. Donc ça, c'est vraiment l'intuition qui m'a le plus marquée dans ma vie, parce qu'elle m'a aussi amenée, elle m'a ouvert à un autre champ en fait. Terminé, je vais te demander 3 choses. Est-ce que en s'adressant aux artistes, si tu avais un unique conseil à leur partager, lequel ce serait ? Moi, le seul conseil, ce serait d'être sincère en toute chose, avec eux-mêmes et avec les autres. Donc, ça paraît peut-être un peu simple, mais en fait, la sincérité, c'est la vertu première sur le chemin, donc sur le chemin vers soi. Et ça vient du latin sincerus, qui veut dire quelque chose de propre et de pur. Et quand on est sincère avec soi, alors notre intuition va nous parler, notre art aussi va être conforme à qui on est. Donc, être sincère avec soi, c'est oser dire les choses quand ça va pas, accepter de voir ce qui ne va pas et de le dire et d'être dans cette transparence avec soi. Alors évidemment, on mettra sur le site internet et sur les réseaux un lien pour pouvoir se procurer ton ouvrage sur l'intuition. Est-ce que tu aurais un autre ouvrage de référence, une œuvre à conseiller ? Il y en a beaucoup. Parce que je lis énormément, donc choisir un livre, c'est un peu compliqué. Sur l'intuition, je vais donner un dernier livre que j'ai lu et que j'ai bien aimé, et qui est sorti il y a 1 an, je crois, ou 2, qui s'appelle Les Petites Voix, et donc qui est un pavé, un gros livre, un essai sur l'intuition, mais qui est vraiment intéressant parce que dedans, il y a beaucoup d'études, enfin, il y a beaucoup d'informations sur l'intuition. Il a été écrit par une femme qui est une scientifique et une chercheuse, et qui à la fois a toute cette dimension d'ouverture spirituelle, et elle y raconte aussi son chemin à travers l'intuition. Et donc ce livre, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il est complémentaire du mien. Il est très dense et il est vraiment, vraiment bien écrit, je trouve. C'est Christelle Lauré. Et enfin, est-ce que tu aurais une citation à partager ?
Oui, alors celle qui me vient tout de suite là, c'est l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. D'accord, très poétique. C'est ce qui m'est venu. Super, ça marche. Merci Isabelle pour ta participation dans l'émission. Merci Dorian. Vous retrouverez l'actualité d'Isabelle, ses livres et ses articles sur son site histoiredintuition.com. Vous y retrouverez également toutes ses conférences et ses stages autour de ce sujet. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site de l'émission lonapolis.com pour retrouver la playlist et les recommandations de lecture des invités. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube et pour les utilisateurs Apple, à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.